Donc je vais commencer, ça va être à moi de terminer. Alors, hop. Bon, j'ai déjà commencé par remercier le conseil d'administration pour son invitation à vous présenter ces RFE. Ces RFE qui ont été publiés tout récemment et qui concernent l'intubation de l'adulte en dehors du bloc et en dehors d'une unité de soins critiques. Donc vous serez forcément un jour confronté à aller intuber un malade dans les étages, aider un collègue à intuber un malade aux urgences, et dans les CHU où tout se passe bien, vous allez le faire en préhospitalier. Alors, deux mots de méthodologie, parce qu'on n'a pas trop de temps. En gros, c'est une RFE qui est supportée par la SFAR et la SFMU. C'est SFAR Leader, puisque c'était le comité acute qui avait porté le sujet. 10 experts SFMU, 10 experts SFAR, avec globalement une parité à peu près respectée. Je vais donc remercier les experts. Nathalie, tu faisais partie du groupe. Et puis, deux coordinateurs, Thomas Clavier, qui travaille à Rouen, et puis moi qui travaille à Lyon. Trois réunions plénières, de nombreux échanges mails, et puis on aboutit à 32 recommandations, toutes avec un accord fort des experts, et 4 absences de recommandations, non pas parce qu'on s'est frité entre experts, c'est que la littérature en 2025 ne permet pas de conclure. Alors merci encore une fois à tous ces experts. Pourquoi des RFE qui concernent l'extra-bloc et l'extra-unité de soins intensifs? Eh bien, simplement, il n'y a qu'à s'intéresser à notre pratique. Ce papier, il est déjà un petit peu ancien, c'est 2011. C'est un sous-groupe de l'étude Kétased et on s'est intéressé aux complications de l'intubation en préhospitalier. Vous voyez, le prix à payer, il est majeur. C'est pratiquement un patient sur 3 qui va avoir une complication. Alors, vous voyez tout de suite d'emblée qu'il y a deux groupes. Le groupe des patients que j'intube pour raison médicale, qui est le plus à risque de complications. Le groupe des patients que j'intube pour une raison traumatologique. Effectivement, les complications là sont de l'ordre de 15%. C'est deux populations différentes. Des hommes jeunes aux alentours de 30-40 ans dans les traumatos, et puis des femmes âgées au-delà de 65 avec plus de comorbidité pour les intubations médicales. Au premier rang de ces complications, c'est l'hypotension, la désaturation. Ces deux complications, c'est celles qui tuent nos malades. Derrière arrivent des complications qui sont plus ou moins, dites mécaniques, plus ou moins en rapport avec l'expérience de l'opérateur. Je parlais là du bris dentaire qui a beaucoup moins de coûts, moins cher à payer pour une intubation en urgence en dehors du bloc opératoire, de l'intubation sélective, ça a été abordé tout à l'heure, vous voyez que c'est quand même pas rarissime, et puis de l'intubation œsophagienne, elle existe, c'est environ 4 à 5%, et puis en région Rhône-Alpes, ça tue encore des patients. Je suis persuadé que dans le Nord, vous avez également de ce genre de complications. Donc intuber un œsophage, c'est pas grave, mais il faut tout de suite s'en apercevoir et corriger. Ce deuxième papier, qui est sorti récemment, il corrèle le nombre de tentatives de laryngoscopie aux complications. Vous voyez bien, la corrélation, elle est linéaire. Donc une des recommandations de ce travail, c'est de dire qu'il est recommandé de considérer d'emblée l'intubation trachéale en urgence, hors bloc et hors unité critique, comme une intubation qui est potentiellement difficile. Donc ce n'est pas la peine de rechercher tous les critères d'intubation difficile. Votre intubation hors bloc, hors réanimation, elle est difficile. Le corollaire, si elle est difficile, je dois impérativement avoir avec moi tout le matériel d'intubation difficile. Première question qu'on s'est posée, c'est qui va intuber ces patients en urgence? Alors je vais vous répondre ce que vous attendez tous, c'est forcément un opérateur compétent, mais pour être plus précis, c'est quoi un opérateur compétent? Eh bien la littérature a à peu près tranché. Pour être considéré comme un opérateur compétent, il faut réussir 90% de ces intubations à la première ou la deuxième laryngoscopie. Et quand on regarde la littérature, quand on parle de laryngoscopie directe, le Macintosh, eh bien, il faut au minimum avoir réalisé 50 intubations in vivo, pas au laboratoire de simulation, pour être considéré, pour être potentiellement un opérateur compétent. C'est un grade 2, donc là, il y a vraiment du data dans la littérature. Après, si on parle de vidéolaryngoscopie, il y a une littérature un petit peu moins épaisse, mais on considère qu'à partir du moment où vous avez réussi 15 intubations en vidéolaryngoscopie, vous êtes à peu près un expert de l'intubation. J'ai vu qui intube, maintenant qui j'intube. Alors je ne vais pas faire tout le panégyrique de la recommandation, mais je vais insister sur deux recommandations, sur deux critères d'intubation. Le premier, c'est ce qui est le plus fréquent en traumato, c'est la détresse neurologique. Le crâne grave, on le définit facilement, c'est un Glasgow inférieur ou égal à 8 avec un moteur inférieur à 5.
Quand on intube, l'objectif, c'est une amélioration prouvée du pronostic neurologique à 6 mois. Là-dessus, il n'y a pas photo. Il y a un doute sur l'amélioration probable de la survie. Il y a quelques papiers, mais la majeure partie des papiers qui sont nord-américains ne sont pas tout à fait d'accord. Et ça, on l'explique très facilement. Oui, il faut intuber un trauma crânien grave, c'est ce qu'on écrit dans la reco, mais à condition de ne pas créer d'hypotension, de ne pas créer d'hypocapnie. Regardez ce papier, alors il est certes ancien, hein, c'est chez Snut, c'est 93, j'ai même eu un petit peu de mal à le retrouver, entre la population qui fait un épisode d'hypotension, et là c'est 90 de systolique ou moins pendant 5 minutes, et la population qui n'a pas d'hypotension, la mortalité, elle est 2 fois différente. 30% d'un côté versus 60%. C'est pareil maintenant, ce papier est plus récent, c'est environ 4000 patients, corrélation quasiment linéaire entre le niveau de pression artérielle systolique à l'arrivée au déchocage et la mortalité. Deuxième papier qui concerne la capnie, c'est un papier récent également, qui est d'origine irlandaise, c'est à peu près 1800 patients, et on corrèle le niveau de TCO2 à l'arrivée au déchocage et la mortalité. Et là, on voit très bien que le range, il est entre 35 et 45. Donc vous voyez que sur le traumatisme crânien et l'intubation, par rapport à l'RFE SFAR, qui date de 2002, je pense, je crois, on a déjà changé. C'est plus un grade 1, ça devient un grade 2, et puis le niveau de capnie, c'est pas 30, c'est entre 35 et 45 minimum. Deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le choc hémorragique. Là, les experts, c'est clair, c'est également un grade 2. Il n'est probablement pas recommandé d'intuber sur la seule indication du choc, sauf si vous avez avec ce choc une détresse respiratoire ou une détresse neurologique. Et à condition que cette détresse neurologique, ça ne soit pas le reflet du bas débit cérébral. C'est simple à expliquer. Vous allez induire un patient, toutes nos drogues pour l'induction et l'entretien, elles sont sympatholytiques. Vasodilatation, baisse du retour veineux au cœur droit, et puis une fois induit, vous allez intuber votre patient. Vous allez passer d'un régime de pression intrathoracique qui est négative à un régime de pression intrathoracique qui devient positif. Vous diminuez le retour veineux du cœur droit vers le cœur gauche. Au total, si votre patient n'a pas une volémie extraordinaire, eh ben, va arriver une bradycardie avant un désamorçage et un arrêt. On montrait très bien dans des papiers qui ont une valeur scientifique plus ou moins, hein, c'est du rétrospectif, mais que intuber un choc hémorragique isolé, on multiplie très nettement la mortalité. On a vu qui intube, qui j'intube, maintenant comment j'intube. Alors, est-ce que les aides cognitives, ça sert? Eh bien là, problème. On a montré en traumato que le fait d'avoir des aides cognitives, ça nous aidait à diminuer les omissions. On passe de 17 versus 59. C'est un très beau travail de Nicolas Caz du bataillon des marins-pompiers de Marseille. En revanche, dans la littérature pour la médecine d'urgence, on a du mal, pour le moment, en 2025, à montrer l'absolue nécessité de ces checklists ou de ces aides cognitives. Ça ne veut pas dire que ça va arriver forcément, il faut qu'une équipe s'intéresse au sujet, et ça arrivera. Mais en 2025, on n'a pas pu statuer. C'est la raison pour laquelle on marque absence de recommandation. Cependant, on a une des recos qui va lister tout le matériel indispensable pour l'intubation. Ça peut servir de checklist. Et puis, vous voyez que dans cette liste, il y a tout le matériel nécessaire en cas d'intubation difficile. On a le dispositif supralaryngé de 2e génération, ex-masque laryngé, et puis de quoi faire une crico, en gros un scalpel, un mandrin d'Eichmann et une sonde de 6 ou 6,5. Hein. Donc c'est pas très compliqué. Autre chose qui est importante de ces recommandations, c'est comme au bloc, la préoxygénation, c'est un grade 1, elle est indispensable. Le but, c'est saturer la CRF en oxygène afin de gagner un petit peu du temps, d'acheter du temps. Quel est le meilleur moyen de préoxygéner en médecine d'urgence? Eh bien là, je vais vous montrer le papier. On a statué, on l'a également placé comme grade 1. La VNI fait mieux que le BAVU, que le masque larynge, que le masque haute concentration. Regardez ce papier, c'est récent, c'est août 2024. L'étude préoxy, c'est 2 groupes. Un groupe qui est ventilé pour la préoxygénation en VNI, enfin, qui est préoxygéné en VNI. C'est simple, FiO2 à 100%, une PEP à 5, une aide à 10. L'autre bras,
c'est des patients qui sont bavus ou masques haute concentration à 15 litres minutes. On s'intéresse aux hypoxémies les plus sévères, c'est-à-dire celles qui sont inférieures à 85%. Ben, il n'y a pas photo. D'un côté, j'ai 9,1% d'hypoxémie sévère versus 18%, le double. Si on regarde les arrêts cardiaques, là également, il n'y a pas photo. Donc c'est clair maintenant que, hors contre-indication de la VNI, et elles sont nombreuses en traumato, hein, je ne dis pas, faites de la VNI à tout vous traumatiser, au contraire. Traumathorax, trauma de la face, troubles majeurs de la conscience sont des contre-indications. Mais pour les 3/4 de nos intubations pour cause médicale, la VNI fait mieux que le reste. Après, quand on regarde entre masque haute concentration et bavus, 15 litres par minute, là, il n'y a pas de différence dans la littérature. Vous faites l'un ou l'autre. C'est, à mon avis, plus pratique de faire au bavus, puisque après, vous pouvez ventiler directement. Vous n'êtes pas obligé de changer de masque. Mais après, vous pouvez faire comme vous voulez. On a également statué sur la préoxygénation apnéique au moment de l'induction. Vous savez, cette canule qu'on met dans le nez, 15 litres d'oxygène, là on est très clair, il n'est probablement pas recommandé d'utiliser cette technique qui, outre l'aérolisation massive qui peut être un danger pour l'opérateur, ne montre pas de bénéfice en termes de préoxygénation. Et puis, autre papier qui nous a vraiment interpellés, c'est ce papier du groupe de Minneapolis, Kazay. Petit travail, enfin petit sous-groupe, c'est la raison pour laquelle ça ne reste qu'un avis d'expert, c'est 400 patients. Ce sont des patients qu'on va ventiler une fois l'induction faite. Entre le moment où j'ai terminé l'induction et le moment où je vais faire la laryngoscopie, je vais prendre le temps, comme au bloc opératoire, de ventiler mon patient FiO2-1. Eh bien, regardez la différence entre les deux groupes. Il ne faut non pas s'intéresser au niveau moyen, mais sur les niveaux bas de saturation. Dans le bras où je ventile avec le bavu avant l'intubation, eh bien on a des niveaux de SPO2 qui sont beaucoup plus élevés qu'en dans le bras où je ne ventile pas avant. Donc oui, on a écrit que les experts suggèrent de procéder à une ventilation manuelle au masque FiO2-1 à bas volume et basse pression lorsque le patient est hypoxémique au moment de l'induction. On parlait tout à l'heure des drogues d'induction. Ben là, il n'y a pas vraiment de choix prioritaire. C'est-à-dire que, en ce qui concerne les hypnotiques, que vous preniez étomidate ou kétamine, c'est la même chose. On parle de succès d'intubation, hein. Je ne dis pas là que faire de l'étomidate à un sepsis que j'intube, c'est une bonne chose. On parle là de succès d'intubation, hein. Que ce soit kétamine ou étomidate, c'est pareil. On écrit un peu plus loin dans les RFE que le propofol n'est pas la drogue à privilégier pour l'intubation en urgence. En ce qui concerne les curares, on va rejoindre un petit peu ce que font nos collègues anglo-saxons. On peut faire du rocuronium. Entre rocuronium, à la condition où la dose est au moins de 1,2 mg/kg versus Celo, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Alors, on parle toujours de succès d'intubation. Sur le bord de la route, si j'intube un trauma crânien grave, tant que je n'ai pas éliminé le traumatisme abdominal et le risque de saignement, je préfère moi encore faire d'acélocurie. Manœuvre de Selig, et ben là c'est réglé. C'est une étude française, c'est l'étude IRIS, c'était 3000 patients, 1700 patients dans 2 groupes. Alors c'est des patients de bloc opératoire, c'est la raison pour laquelle c'est un grade 2. Ça ne concerne pas les malades d'urgence, mais en gros celui qui intubait était aveugle par rapport au groupe qui faisait ou non la manœuvre de Selig. Ils étaient séparés par le champ de tête. Quand on regarde la différence, 9 patients, 0,5% de régurgitation dans le bras, je ne fais pas la Selig, versus 0,6% des patients dans le groupe je fais la Selig. À ce propos, on voit bien que le risque d'inhalation, il est plutôt faible, hein. Je vous l'ai montré tout à l'heure sur le début. En médecine d'urgence, c'est 3%. Ils ont tous estomac plein, hein, nos patients. C'est 3% d'inhalation. Hein. C'est pas si majeur que ça. Hein. Donc la Selig, oui, on peut abandonner, d'autant qu'on montre très bien que ça rend l'intubation beaucoup plus difficile. Ce n'est pas toujours facile de faire une pression adaptée de 30 newtons quand on n'a pas l'habitude. Un des avancées majeures de cette recommandation, et là on s'aligne maintenant avec nos collègues nord-européens, c'est le fait qu'on écrive qu'il est maintenant recommandé d'utiliser systématiquement en première intention un dispositif, que ce soit un mandrin malléable ou le mandrin long béquillé, la bougie d'Eichmann, dans la sonde d'intubation et de cathétériser cette sonde. Ce travail
qui montre effectivement qu'il y a un bénéfice à utiliser un mandrin malléable. C'est l'étude Sileto, c'est Samir Jaber à Montpellier, c'est une étude qui est multicentrique. C'est des patients qui sont essentiellement des patients de soins intensifs. Il y a environ 20% de patients de médecine d'urgence. Mais dans le bras où j'utilise le mandrin malléable versus le bras où je n'utilise pas de mandrin, il y a une différence, en tout cas, de succès à la première tentative d'intubation. 78% d'un côté, 71%, elle est significative. Alors, il s'était également intéressé aux complications. Rassurez-vous, ce n'est pas des perforations laryngées ou œsophagiennes. Dès qu'il y avait une algie post-intubation, c'était considéré comme complication. Après, on ne peut pas montrer qu'il y ait de différence entre le mandrin malléable ou la bougie d'Eichmann. C'est pareil. En termes de réussite à la première tentative d'intubation, c'est pareil. Question qui a beaucoup travaillé des experts, c'est là où on s'est un petit peu... c'était un petit peu difficile et on a été sauvé par un papier qui est paru un peu plus tard. C'est est-ce qu'il faut utiliser en première intention un vidéolaryngoscope? Quand on regardait la littérature, c'était NS, à tel point que dans les RFE prise en charge du traumatisme vertébro-laryngé, on avait écrit qu'en préhospitalier, il fallait utiliser un laryngoscope rigide, un laryngoscope Macintosh. Et puis ce papier qui paraît en juillet 2024, il est phénoménal, c'est des patients de médecine d'urgence, environ 63%, 40% de patients de soins intensifs, qui sont intubés, deux bras, un bras avec un vidéolaryngoscope, un bras en laryngoscopie classique. Le premier objectif, c'est le succès d'intubation à la première tentative. Regardez, c'est phénoménal, il n'y a pas photo, il y a 15 points de différence. Alors après, quand on regarde un petit peu plus, eh ben les plus jeunes, oui, c'est ceux qui réussissent le mieux avec le vidéolaryngoscope. Quand vous avez l'habitude d'intuber avec un laryngoscope classique, vous faites au moins 100 intubations, la différence, elle est un peu moins tenue, mais elle reste encore significative. Pareil pour la traumatologie, on disait tous, surtout pas en traumato, les patients sont trop sécrétants. Eh bien non, le vidéolaryngoscope, pour la traumato, ça marche mieux que le laryngoscope classique. Donc ce qu'on a écrit, c'est qu'en intra-hospitalier, c'est un grade 1, il faut utiliser en première intention le vidéolaryngoscope. En dehors de l'hôpital, en extra-hospitalier, il n'y a pas de data. Ce papier, il est magnifique, mais il ne concerne que des patients intra-hospitaliers. Donc pour le moment, en 2025, on laisse le choix à l'opérateur. Laryngoscope classique ou vidéolaryngoscopie. Intuber, c'est bien, encore faut-il être sûr que la sonde soit au bon endroit. Paul en parlait tout à l'heure. Alors, ce qu'on recommande en grade 1, c'est évident, c'est la capnographie. Une capnographie sans courbe, enfin, pas de courbe de capnographie, ce n'est pas l'appareil qui ne fonctionne pas, c'est le tube qui n'est pas dans le bon orifice. Et puis, on écrit, parce que c'est vrai que quand on regarde la littérature sur les 5-10 dernières années, c'est essentiellement des papiers qui concernent l'échographie. On écrit que l'échographie, ça peut être un plan B en cas d'absence d'échographe. On termine par deux algorithmes qu'on présente. Alors, on va vous parler essentiellement ici, je vais vous parler essentiellement de l'intubation en urgence intra-hospitalière. On insiste déjà en rappelant que ce qui prime, c'est l'oxygénation. Ce n'est pas arriver à intuber votre patient. Il faut arriver surtout à l'oxygéner. Pour ça, donc la préoxygénation systématique, 3 minutes, VNI, sauf contre-indication. Sinon, le BAVU, le masque de concentration, pourquoi pas l'OHD, il n'y a pas de problème. L'induction, je rappelle, hypno, éto ou kéta, pardon, et puis pour la curarisation, c'est l'ocurine ou rocuronium. Après induction, si ma saturation reste inférieure à 90%, il est préférable que ce soit l'opérateur le plus expérimenté. Et puis je vous rappelle, ce papier de Cazet, ventilé, basse pression, bas volume, ça va vous permettre de gagner un petit peu de points de saturation. On est en intra-hospitalier, c'est donc la vidéolaryngoscopie qu'on prend en première intention, toujours avec un mandrin malléable ou un Eichmann dans la sonde d'intubation. Maximum 2 tentatives de minutes. Succès, c'est merveilleux. Succès à partir du moment où il est confirmé par la courbe de capnographie. En cas d'échec, c'est là où il va falloir s'adapter. Et comment je m'adapte? C'est vous êtes en intra-hospitalier, il y a toujours un renfort qui est possiblement accessible. Se poser déjà à ce niveau-là la question de est-ce que mon patient dort assez? C'est une des causes principales parfois pour laquelle je n'arrive pas à intuber mon patient. Et puis en cas d'échec, donc soit il y a
La saturation est supérieure à 90%, j'ai le temps. Je peux essayer une fois avec le Macintosh, une tentative. Succès, c'est pareil, confirmé par la courbe de capnographie. En cas d'échec, je me retrouve dans la même situation que lorsque ma SAT, après mes 2 tentatives, reste inférieure à 90%. Là, il faut impérativement appeler du renfort, vraiment vérifier que mon patient dort assez, ne pas hésiter à ventiler tout doucement, bas vue, basse pression, bas volume, et puis il faut rapidement avoir évoqué un plan B qui est déjà à côté de vous. Vous n'avez pas commencé sans que le plan B soit à côté de vous. Le plan B, c'est quoi? C'est ce dispositif supralaryngé de 2e génération qui va à lui seul résoudre en gros 95-90%, 98% des échecs. Vous n'allez pas arriver à mettre le masque laryngé quand il y a une petite ouverture de bouche, s'il y a des antécédents de néo-ORL, sinon c'est quand même globalement facile, vous savez faire, on sait tous faire, et ça rend service à nos patients. Et puis, si je n'y arrive pas, je suis seul au bout du monde dans la pampa, qu'est-ce que je fais? Le plan C, la dernière chance, il nous reste la cricotomie, c'est pas très dur, c'est un scalpel, une incision, on tourne, une fois qu'on a perforé la membrane, on met le mandrin d'Eschmann et on glisse une sonde de 6,5. Je vous assure que ce n'est pas quelque chose qui est si compliqué que ça à réaliser. L'autre algorithme, on ne va pas le développer, ça concerne l'intra-hospitalier. La différence, c'est qu'on peut soit choisir la laryngoscopie directe, soit choisir la vidéolaryngoscopie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je suis disponible pour vos questions.